Bon. Ah, il est beau, hein? Tu changes ton programme? Quoi? Tu changes ton programme? Ah non, 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 c'est la même chose, je vais expliquer. Au fond, juste premièrement, m'excuser parce que dans l'autre salle, M. Boumedienne Fala, qui devait parler sur la rigidité des pneus, il n'est pas présent. Donc, du coup, je pensais que la présentation de WinModel allait être plus courte, mais je vais essayer de synthétiser deux présentations dans le même. Mais c'est dans le même, c'est deux qui s'invitent très très bien. Donc, au fond, avant de commencer, peut-être vous dire le pourquoi de ces projets-là. Au laboratoire de recherche en énergie éolienne, plusieurs projets sont développés dans l'optique de faire l'évaluation du potentiel éolien sur plusieurs sites, dans le but de savoir quel est l'apport financier qu'il y aura en fonction du vent, les capacités de voir quelles seraient les sollicitations aussi de contraintes sur les éoliennes en fonction des différents de l'aérodynamisme du vent. Donc dans ce sens-là, c'est quand même compliqué comme étude parce que d'un niveau, il y a l'étude aérodynamique qui doit être faite sur différents logiciels. Certains logiciels qui sont plus simples, d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Et plus qu'elle est compliquée, plus ça demande d'expertise, etc. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous montrer un peu, c'est le cheminement plus ou moins qui a été fait ici pour comprendre un peu l'aérodynamisme dans un premier lieu avec des logiciels plus ou moins simples, aller dans le plus compliqué avec des logiciels plus complexes, des exemples dessus, et finalement pour le tout nouveau logiciel qui vient d'être acheté, si je peux dire, par le laboratoire WinModel. Donc, ça va être un peu ça l'optique. Donc, premièrement, ce que je dis ici, c'est un peu la continuité de la première présentation du laboratoire. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient au niveau du laboratoire, on avait présenté plusieurs projets, plusieurs logiciels qui ont été utilisés à l'époque, qui sont toujours utilisés, Animoscope, Propid, etc. Mais de plus en plus, pour être plus proactif, pour être plus à la pointe de la technologie, arriver à capter les étudiants, arriver à capter arriver à préserver un certain statut de recherche, le laboratoire se diversifie dans d'autres logiciels. Bon, premièrement, le logiciel où il y a une expertise, c'est un logiciel gratuit, OpenFOAM. OpenFOAM est un logiciel gratuit, est un logiciel à code source ouvert, open. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, comment fonctionne OpenFOAM? Au fond, OpenFOAM, c'est des codes qui ont été écrits en C++ par différents experts dans l'aéronautique, en aéronautique aérodynamisme. La plupart de ces gens se trouvent en Suède et les codes sont extrêmement bien faits. Je ne vais pas nommer d'autres logiciels, mais je dirais que comparativement à certains logiciels qui coûtent extrêmement cher, excessivement cher, avec des licences de 80 000 $ par année, des trucs comme ça, la licence, ce logiciel donne des résultats aussi bons et même meilleurs. Parce que je vous dirais que ce logiciel, je ne l'ai pas utilisé de manière très longue, mais j'arrivais à des résultats comparatifs aux logiciels commerciaux. Donc, il veut dire que si on arrivait à développer une maîtrise encore plus propice là-dedans, on aurait arrivé à des choses quand même très intéressantes. Donc, je ne vais pas aller textbook avec les mots, mais je vous dirai plus ou moins ce qui est capable de faire OpenFOAM. Donc, OpenFOAM, le gros avantage, il y en a deux. Premièrement, il est gratuit. Deuxièmement, on est capable de modifier les codes. Par exemple, vous achetez, on comprend deux logiciels, mais non, on comprend deux logiciels, pas des mots. Mettons MATLAB, on va dire les bonnes choses. MATLAB, vous avez la possibilité de coder quelque chose. Vous avez des modules qui sont préfaits, mettons en Simulink. Pour ceux qui connaissent un peu, Simulink sont des blocs. Dans les blocs, vous avez des programmations déjà imbriquées. Par contre, vous pouvez reprendre dans MATLAB, coder des choses qui sont plus pertinentes dans votre domaine et les intégrer. Ça vous donne une flexibilité. Si c'était juste des blocs, vous aurez des petites nuances que vous n'auriez pas pu intégrer. Les logiciels commerciaux, qui sont très chers la plupart, vous donnent un certain procédure de faire qui ne vous permet pas de modifier toutes les choses pour que ça soit exactement dans le contexte de votre problématique. Par contre, OpenFOAM, vous codez en C++, vous pouvez tout coder, si vous êtes bon. Donc, brièvement, ça utilise la méthode des volumes finis comparativement à CFX ANSYS qui utilise la méthode des éléments finis. La méthode des volumes finis a un avantage parce qu'il y a moins de problèmes de singularité lorsqu'on fait des analyses aérodynamiques. Pour ce qui est le maillage est non structuré en 3D, certains maillages sont en 2D dans d'autres logiciels. Un maillage non structuré a des avantages aussi, c'est-à-dire que les couches limites et les couches qui sont proches des structures peuvent être modelées selon nos besoins. Ce n'est pas tous des maillages très
carré, donc on peut aller plus proche de la réalité. Et encore une fois, par exemple, si on prend une éolienne, où à la fin on dessine un profil qui est très pointu, donc on aurait pu avoir des problèmes de singularité. Les maillages non structurés nous évitent ces problèmes-là. Donc le logiciel, au fond, comme je disais, ça se présente comme une librairie de plusieurs codes qui sont codés par des experts. Et ce qui est en fait quand même très intéressant avec OpenFOAM, c'est que souvent ils font des forums et les problématiques de chacun sont discutées et il y a un réseau quand même très très important où les problématiques sont résolues par les experts eux-mêmes. C'est-à-dire que, mettons, moi j'ai un problème, il est facile pour moi de contacter un gars qui a travaillé dessus et qui me code le source, quasiment le coder ou m'aider à le coder. Il résout mon problème. Donc, analyse d'OpenFOAM, comme la plupart des autres logiciels, le procédure est la même. Vérification du fichier de géométrie, on prend la géométrie, on applique le maillage, en appliquant le maillage, puis on applique la physique. La physique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on applique les conditions frontières. Par exemple, je veux modéliser un écoulement sur une pale d'éolienne, ben, j'importe le fichier pas terrain, mais le fichier de géométrie de la pale, puis je maille dessus. Le maillage, qu'est-ce que ça veut dire un maillage? C'est-à-dire je discrétise en plusieurs petits morceaux la géométrie, et sur chaque petit morceau, que ce soit des volumes, que ce soit des éléments, là-dessus j'applique des équations qui me permettront de faire des calculs et de sortir des résultats. En aérodynamique, c'est des équations de Navier-Stokes. Puis, il y a un calculateur qui est déjà fait, c'est pas moi qui va coder le calculateur. Ben, on run le calculateur et on a des résultats, on peut comparer facilement. Donc, croyez-moi, je vais assez vite, c'est très brief parce que ce domaine c'est beaucoup plus complexe que d'appuyer sur des boutons là, mais en grosso modo, c'est ça les procédures à suivre. Donc, exemple sur OpenFOAM, on va prendre un exemple, je ne vais pas vous aller dans trop de détails. Ici, voici ce qui était le problématique. Le problématique, ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est un exemple que j'ai pris de OpenFOAM. Ben, c'est un tutoriel qui est disponible au fond. Donc, ce que vous pouvez voir ici, vous avez un barrage dans lequel vous avez un liquide, et vous avez un obstacle ici. Au temps 0, le barrage est présent, et à un certain temps, vous enlevez le barrage. Le barrage est enlevé, et vous avez l'écroulement de l'eau qui était calé par le barrage. Et OpenFOAM, il simule vraiment l'impact sur le barrage, enfin, premièrement l'écoulement, l'impact sur le barrage, le type de renversement qui se fait en amont, en aval, et plus intéressant encore, il est capable de simuler les poches d'air qui sont intégrées à l'intérieur de l'écoulement. C'est-à-dire vous avez l'eau qui s'effondre, l'eau qui frappe le barrage, l'eau qui se dissipe, et toutes les bulles d'air qui rentrent à l'intérieur, ben, il est aussi capable de le modéliser. Donc, croyez-moi, c'est un truc très très poussé, mais le logiciel est capable de le faire, et il existe, il est gratuit, et on a une expertise quand même pas mauvaise dessus. Xfoil, je vais aller très vite. Maintenant, les logiciels que je vous présente, c'est des logiciels très très simples. Ces logiciels, vous posez sur les boutons, ça vous donne des résultats. Le problème, c'est que ces logiciels sont très limitatifs, je pense que ça se dit, mais très limitatifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller très loin là-dedans. Ils vous donnent des résultats qui ne sont pas super bonnes. Vous avez des grosses différences de résultats avec des résultats expérimentaux. Vous pouvez faire certaines choses et d'autres non. Par exemple, mettons Xfoil, vous me direz, ben, je veux modifier le profil. Juste, je dis, ben, j'ai un profil aérodynamique, ok? Je veux modéliser l'écoulement d'air dessus, pas l'écoulement d'air, je veux modéliser la distribution de pression dessus. La seule chose que je suis capable de faire, c'est d'aller dans la librairie et dire, ben, moi, je veux un profil aérodynamique qui s'appelle NACA 2212, par exemple. Et lui peut me sortir des résultats pour un NACA 2212. Si moi, je veux maintenant utiliser un NACA 2212 qui est un peu modifié, ben, il ne peut pas le faire. Okay? Donc, tous les logiciels que je vais vous montrer, ils ont chacun des capacités plus ou moins meilleures que l'autre, mais les capacités de toutes auraient fait un meilleur logiciel. Donc, rapidement, je vais vous présenter chacun. Donc, Xfoil, voilà ce qu'il est capable de faire. C'est une analyse visqueuse d'un profil aérodynamique. Il permet une transition libre ou forcée, mais toutes les trucs de transition sont pas mal d'erreurs. Limitant le décrochage au vortex. Prédiction de la potence, la résistance aérodynamique juste en dessus du coefficient de potence maximum. La correction de compressibilité de Kalman-Tien y est intégrée. Et le nombre de Reynolds et le Mach variable peut être mis variable ou fixe. Par contre, je vous dirais que lorsque vous arrivez à un nombre de Reynolds, ça dit quoi plus ou moins? Le nombre de Reynolds, c'est un nombre qui est calculé la densité fois la vitesse fois le diamètre, enfin la dimension caractéristique de la pale, divisé par la viscosité cinématique.
Donc ce calcul-là vous permet d'avoir une idée sur le niveau de turbulence qui est intégré dans l'écoulement. Lorsque le niveau de turbulence devient fort, le logiciel est plus ou moins bon. C'est Pierre-Luc qui l'avait fait, puis pas mal de problèmes. Donc quand même il arrive à donner des résultats pas pires. Vous avez ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La distribution des coefficients de pression par rapport à la corde. La corde, au fond, c'est plus ou moins au niveau de la longueur du profil aérodynamique. Ici, vous avez la distribution de pression un peu schématisée. Et là, vous avez encore une fois la variation du coefficient de pression, mais pour plusieurs angles d'attaque. C'est-à-dire, vous mettez un angle d'attaque de 0, angle d'attaque de 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut modéliser quoi? C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un effet de divergence. Divergence, vous avez une torsion qui est non contrôlée, bien, vous pouvez voir à chaque fois quelle est la distribution de pression. Mais pas super comme résultat. Javafoil. Javafoil, plus ou moins Javafoil, ça donne. C'est la même chose que Xfoil, mais un peu plus évolué au niveau de l'interface. Une interface graphique intéressante. Il utilise, au lieu des méthodes visqueuses, des méthodes plus, comment je dirais, au lieu des méthodes plus continues, elle utilise des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes de panneau. Les méthodes de panneau, c'est une méthode de discrétisation qui se fait au niveau de la pale, avec des puits et des sources. C'est-à-dire que vous avez des intensités et un calcul qui se fait dessus. L'autre avantage, c'est que le calcul se fait à deux niveaux ici. Pourquoi? Parce que vous avez Xfoil, vous avez un écoulement. L'écoulement se fait uniquement un écoulement potentiel. Qu'est-ce que vous avez un écoulement potentiel? Vous avez, mettons, un écoulement sur la table. Mais vous calculez l'écoulement loin de la table. Il n'y a pas d'effet d'interaction de la table avec l'écoulement. Mais lorsque vous avez proche de la table, il y a une couche limite où sont définis le frottement de l'écoulement à cause de la présence de la table. Vous pouvez le prendre comme ça. Avec Javafoil, il ne le modélise pas. Par contre, avec Xfoil, il ne le modélise pas. Par contre, avec Javafoil, il le modélise. Il y a deux calculs qui sont en annexe. Le calcul potentiel, loin de la table, loin de la pale, et aussi proche de la pale. Loin de la pale, il utilise des méthodes de panneau, et proche de la pale, il utilise des méthodes de, si je ne me trompe pas, Van quelque chose. Donc ici, vous voyez, vous avez quand même des résultats, une belle illustration des résultats, mais les résultats quantitatifs sont aussi de niveau satisfaisant que Xfoil. C'est des résultats qui vous permettent de calibrer d'autres logiciels. C'est un logiciel que vous ne savez pas trop utiliser, un nouveau logiciel très puissant. Ben, vous avez un ordre de grandeur pour voir est-ce que vous n'êtes pas complètement dans le champ ou oui. Mais vous n'allez pas vous reposer dessus pour dire est-ce que l'autre est bonne ou pas. Vous retombez sur vos pattes, comme on dit. C'est un logiciel assez simple. XFLR5, c'est un autre logiciel je dirais, très très bien. Il intègre Xfoil, il intègre Javafoil, il a pris les interfaces de Javafoil et les capacités de Xfoil, mais il le permet de faire sur un avion en entier, au lieu de, pas un avion, un aéroplan, c'est-à-dire un avion sans moteur, un aéroglisseur. Donc vous avez la capacité de modéliser les champs de pression, les coefficients de potence, les coefficients de traînée sur un avion en entier. Et l'autre avantage de lui, c'est que comparativement à Xfoil, où je vous disais, vous ne pouvez pas modifier la forme de la pale, vous avez des pales standards qui sont déjà dans la librairie. Avec NFL XFLR5, lui, vous pouvez modifier la forme. C'est-à-dire, vous voulez une bosse, vous voulez voir quel est l'impact de la bosse, vous mettez la bosse, puis vous voyez l'impact. MATLAB. MATLAB, je dirais ici, quasiment tout le monde en génie a une formation sur MATLAB, et la formation de MATLAB est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel immensément flexible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous commencez à apprendre de coder un peu MATLAB, mais le code, avec l'aide de MATLAB, les tutoriels, etc., vous êtes capable d'aller très très loin et de coder des choses très très intéressantes. Avec les modules de Simulink et tout, en utilisant les blocs 7 qui sont déjà intégrés pour la modélisation aérodynamique, la modélisation électrique, la modélisation pour le contrôle et tout, vous pouvez arriver très loin. Je vous dirais par exemple, ça fait longtemps qu'on travaille sur la modélisation aéroélastique sur ANSYS CFX. C'est très compliqué. Je n'étais pas le seul, il y a des gens qui ont des expériences de quasiment 15 ans sur ces logiciels-là. Et on est arrivé à notre sommet parce que les capacités de calcul n'étaient pas assez, les capacités du logiciel n'étaient pas assez et tout. On a comparé les résultats avec des résultats qui ont été faits par un laboratoire affilié avec la NASA. Donc on s'est dit, ça doit être des bons résultats. Et on est arrivé quand même à une certaine disparité. Par contre, avec MATLAB,
Simulink MATLAB. C'est l'autre présentation que je vais faire après, là, je vais aller plus en détail là-bas. On arrive à modéliser quasiment la même chose qu'il y avait à la NASA, juste en utilisant MATLAB avec un codage beaucoup plus flexible, mais ça prend plus de temps. Ça prend un apprentissage de MATLAB, ça prend plus de temps de le coder au lieu que de presser des boutons sur des preset programs. Okay? ANSYS CFX, ben ça c'est quand même le gros logiciel qu'on utilise actuellement pour tout ce qui est l'analyse aérodynamique, structure, etc. Je pense que c'est le gros monstre actuellement, on est en train d'acheter toutes les affaires, mais il coûte quand même cher. Donc ANSYS CFX, vous pouvez voir que ANSYS au fond c'est le nom du logiciel complet. Quand on parle d'ANSYS, souvent c'est plus au niveau structure. ANSYS, lui, c'était au début la compagnie qui s'expérimentait, qui s'excellait dans les calculs de contraintes, les calculs thermiques, etc. Puis il y avait un autre logiciel qui faisait des calculs, je ne me souviens pas du nom, qui faisait des calculs aérodynamiques et ils l'ont acheté, ils ont fait ANSYS et les autres modules. Ils ont créé maintenant ce qu'on appelle ANSYS Workbench. Un workbench, c'est comme un workbench, c'est un banc d'essai. Au fond, c'est quoi? Vous avez différents modules d'ANSYS. ANSYS structure, ANSYS, mettons ANSYS électromagnétique, ANSYS aérodynamique, ANSYS thermique. Okay? Mettons, vous voulez faire une modélisation, vous voulez voir, vous avez un écoulement très visqueux d'une huile sur une voiture, dans un moteur. Vous avez un écoulement d'une huile très très visqueux dans un moteur dans lequel il y a un truc qui tourne, c'est compliqué. Donc, premièrement, il faut modéliser l'aérodynamique dans l'huile. Vous utilisez le bloc 7, pas le bloc d'aérodynamique. Vous l'utilisez pour modéliser l'aérodynamisme. Vous utilisez le bloc thermique pour intégrer toutes les équations thermiques, toutes les conditions frontières thermiques. Et vous utilisez la partie structure pour définir la géométrie, définir le maillage et définir aussi où vous voulez aller chercher les contraintes. Et dans une interface très simple avec des lignes, vous arrivez à faire l'interaction de certains modules et produire des résultats quand même intéressants. Donc c'est un logiciel très très puissant, à date là, dans tout ce que j'ai utilisé, je pense que c'est le maître. Donc, je vais vous donner des exemples rapides et la plupart de ces exemples vont être présentés lors de ces conférences si vous voulez les voir. Maintenant, ce qu'on avait modélisé, c'est une chambre ici à l'UQAM. C'est la chambre la chambre des stagiaires. Non, c'est à côté de la salle de doctorat. Ouais, K220. K220, c'est la salle K220. Il n'est pas exactement comme ça, on a fait semblant qu'il y avait 4 postes. Au fond, ici, vous avez 4 postes de travail, 4 ordinateurs, 4 moniteurs, 4 personnes. Et on a dit, bon, ce qu'on va faire, on va prendre le dehors, l'extérieur de l'UQAM. À l'extérieur de l'UQAM, on met des températures, pression constante, température constante à une certaine température. Et un certain débit d'air, c'est-à-dire un vent. On modélise la conduite d'air de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est la conduite. Et vous voyez l'entrée 22 et l'entrée 21, ce sont les entrées dans la chambre. Donc ici, on modélise l'écoulement de l'extérieur vers l'intérieur et les résultats qui sont obtenus dans la conduite sont utilisés comme conditions frontières d'entrée dans la chambre. Okay? On fait un calcul dans la conduite et les équations qui nous régissent les résultats de l'entrée sont utilisées comme entrée cette fois-ci pour faire la simulation du transfert de chaleur ici. Ce qu'on définit maintenant dans la chambre, on définit l'ordinateur à telle température, le fan de l'ordinateur il marche à telle 0,23 kg par seconde d'air qui est propulsé. Vous avez une sortie ici, la personne, on dit il est à 37 degrés, blablabla. Et finalement, on arrive à modéliser vraiment la partie 3D. Ben, ici, dans l'autre, je explique, vous dites, voilà, ça c'est le total, on peut tout modéliser. Le champ de vitesse, le champ de température, le champ de tout en 3D, mais pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe, vous voyez ici, on ne comprend pas grand-chose quand vous avez tout d'une shot. Là, il y a plusieurs façons de l'exprimer. Par exemple, on a mis plusieurs plans. Sur chaque plan, la distribution de température. Que ce soit dans toutes les formes possibles, tous les plans possibles, on peut l'avoir. Aussi, on peut avoir une animation. Je ne l'ai pas mis ici, mais dans le prochain, je l'ai mis. On met un plan, puis on fait bouger le plan. Et il y a une animation qui vous montre la distribution de température tout le temps. Le but de ce projet-là était de voir si on est capable de faire une analyse qui nous dit où il faut placer les différents postes pour avoir une optimisation de confortabilité. L'optimisation thermique pour être confortable. Mais c'était aussi, là-dedans, c'est vraiment le but de vous montrer la puissance de ce logiciel. D'autres exemples, ça c'est vraiment un exemple courant, faire des écoulements d'air sur des profils, etc. On en reparlerait. Ici, c'est un autre exemple qu'on a fait sur le pont de Tacoma.
Brièvement, le pont de Tacoma, c'est un pont qui a été sujet d'un flottement, ce qu'on appelle, du flotteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a eu plusieurs, on ne va pas rentrer dans les détails. Au niveau de la théorie, il y a qui disent que ce n'est pas du flotteur, il y a qui disent que c'est du flotteur, mais on va dire que c'est du flotteur. Okay? Donc, il y a eu une espèce de résonance, c'est-à-dire que la fréquence du vent, la fréquence de l'écoulement, était très proche de la fréquence naturelle du pont elle-même. Qu'est-ce qui a été fait dans ce logiciel? On a repris les fréquences du vent qui étaient mesurées à Tacoma, on a reproduit le pont elle-même, et on a intégré les contraintes par exemple, si vous faites un calcul sur un bord, mettons en SolidWorks élément fini assez simple, ben vous dites, on met une contrainte de déplacement ici, vous mettez 2 contraintes de force ici, et puis vous pouvez exécuter, vous sortez toutes les contraintes. Mais là-dedans, ce qu'on a fait, la même chose. On a pris un pont, on n'a pas modélisé le pont aussi compliqué, ça nous ferait tout deviendrait assez vieux avant d'avoir modélisé. Mais on a mis un pont assez simple, une plaque avec des cordes, mais qui représentait assez bien le pont. Puis dessus, on a pris les données de vent dans un fichier Excel comme un champ de contraintes et on a sorti des résultats qui montraient exactement les déplacements. On a eu aussi un fichier de fréquence vibratoire qu'on a pu comparer avec les résultats qui ont été mesurés. Comment on l'avait mesuré, c'est une question. Ben, c'était filmé, puis ils ont reproduit les fréquences, ils ont filmé, puis ils ont essayé de retirer les fréquences. Et lorsqu'on a comparé, on arrivait à des résultats qui fitaient plus ou moins à, je pense, 17,5%. Vous me direz que c'est un peu loin, mais c'était pas un gros non plus. J'ai pas pris le temps de trop mettre de l'emphase sur la calibration des modèles utilisés, mais peut-être qu'on aurait pu aller plus loin. Ici, une autre capacité encore du logiciel, c'est au niveau, on a fait une analyse sur la distribution de température sur un disque de freinage. On a pris modélisé c'est pas compliqué, un morceau de métal en acier, sur lequel on a fait un écoulement d'air dessus, et on a appliqué un patch ici, avec un certain niveau de frottement et une source de température, pour modéliser un peu la plaque de frein sur le disque. Et on arrive à sortir la distribution de température en fonction du freinage. Je pense que ce logiciel est très intéressant dans plusieurs domaines. Les avenues sont immenses. Mettons ici, quelqu'un qui veut faire l'analyse de fatigue. Comment voir est-ce que la température a un impact? On peut reprendre ces calculs de température, les intégrer dans un autre bloc set de ANSYS CFX que lui il est capable de faire une analyse de fatigue aussi. Donc ça finit quasiment jamais. Je veux dire que l'intégration de diverses disciplines d'ingénierie est quand même très possible avec ce logiciel. Avec le Workbench, ça va très très bien. Ici, c'est une pompe centrifuge qui tourne dans un écoulement assez visqueux, et on veut voir la distribution de pression dessus. Donc, ici, c'était vraiment une présentation très rapide et très synthèse des différentes capacités de ANSYS CFX. Je vais maintenant vous présenter le tout dernier joujou, peut-être, ce qu'on a, c'est WinModeler. Je vais vous dire, avec WinModeler, j'aurai moins d'aisance parce qu'on l'a eu vendredi, je pense. Et j'ai essayé de taponner un peu là-dedans. WinModeler, il marche comment au fond? WinModeler, c'est un accessoire de ANSYS CFX. C'est-à-dire, ANSYS CFX, mettons, c'est le calculateur, c'est le gros bloc set qui arrive à calculer, mais il y a plusieurs accessoires que vous pouvez prendre qui vous permettent de faciliter votre mise en place de la problématique et aussi qui vous permet de faciliter, plutôt pas faciliter, mais de améliorer votre traitement de données. Donc, WinModeler, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Avec ANSYS CFX, mettons, vous voulez modéliser pourquoi. Souvent, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous voulez mettre en place un site éolien, donc il faut connaître les ressources, le potentiel éolien dessus. Le potentiel éolien, ben, quelquefois les mesures, mais les mesures, les mâts de mesure, etc., coûtent très très cher. Deuxièmement, il y a des fois, vous mettez un mât de mesure à un point X, et juste après le point X, ben, vous avez une colline qui fait complètement changer le potentiel de vent derrière la colline, etc. Tous ces paramètres rendent qu'il est important de pouvoir modéliser la distribution de vent un peu partout sur le terrain en tenant compte le niveau de variation de topologie qu'il y a sur le terrain. Donc, WinModeler, lui, ça facilite vraiment la chose. ANSYS CFX, la difficulté, qu'est-ce qui aurait dû être fait? On aurait dû prendre des points, on appelle ça des points satellites, des points X, Y, Z, dessiner premièrement
avec un espèce de lissage, mettons sur SolidWorks qui nous donne un terrain. Le lissage concerne les erreurs parce qu'il y a des points qui sont interpolés, des points qui sont, enfin, toutes sortes de problèmes. Prendre ce terrain, le mettre sur CFX, décrire un domaine, comment intégrer les conditions frontières, etc. C'est assez compliqué. Par contre, WinModeler, lui, ça lui facilite la tâche, mais pas à peu près. Donc, c'est un ensemble d'outils satellites basés sur ANSYS CFX. Les solvers utilisent des équations de ANSYS de CFX. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous prenez le terrain, le fichier terrain, avec des points x, y, z, tout court. C'est un fichier Excel. Les fichiers Excel, point x, point y, enfin, coordonnées x, coordonnées y, quelle est la hauteur. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer un autre fichier qui est le fichier de rugosité. Point x, point y, quelle est la rugosité dessus? Par exemple, si vous avez de l'eau, c'est une rugosité. Si vous avez de l'herbe, c'est une rugosité. Si vous avez du sable, c'est une autre rugosité. Le maillage, il le fait automatiquement. Vous posez sur un bouton maillage, il le maille. Si vous voulez arriver à des meilleurs résultats, c'est sûr, il faut rentrer là-dedans et puis modifier le maillage et tout. Pour intégrer la physique, ben, il est déjà décrit. Vous avez, par exemple, si vous, mettons, vous voulez modéliser sur un cercle. Donc, il définit vraiment combien de segments voulez-vous définir. Mettons, je veux 12 segments. Donc, sur chaque segment, je peux définir le vent qu'on a mesuré. Les segments vont être en fonction des stations de mesure que j'ai. Si j'ai 2 stations de mesure, je fais 2 segments. Puis j'intègre les deux. Mais plus que j'en ai des stations de mesure, plus que j'en ai des segments, plus que mes résultats seront bien faits. Donc, c'est ça qu'on a. Vous avez le terrain ici qui peut être pris en x, y, z. Le maillage est fait. Vous voyez, il y a un maillage. Vous avez des petites carrés. Ici, vous avez aussi, vous pouvez même intégrer des fichiers si vous voulez faire un calcul sur le rotor, quel est l'impact sur le rotor, quelle va être la distribution de puissance, etc. Vous pouvez seulement, pas besoin de modéliser le rotor comme tel, vous n'avez pas besoin de faire le dessin. Vous prenez un fichier Excel dans lequel vous dites quelle est la position du rotor, quelle est la hauteur du rotor, quelle est l'efficacité du rotor, quel est le diamètre du rotor, et il est capable de vous sortir des résultats pareils. Quand même impressionnant. Donc, il a un modèle générique qui est bien intégré. Exactement. En spécifiant le diamètre du rotor et le type, ben, il arrive à simuler. Donc ça, c'est les données, des types de points qui peuvent être pris, plusieurs points SRTM, données de satellite, des map files, des point files. Finalement, tout revient à des point files, c'est des points x, y, z. Utilise de manière structurée cette fois-ci des éléments tétraèdres. Je vous évite toute cette partie qui est un peu plus détaillée. Donc, la définition du problème, vous prenez le fichier terrain, le fichier de rugosité, les fichiers de vent, les fichiers d'éolienne, j'en ai tout parlé tout à l'heure. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a un essai qui a été fait en Écosse, qui s'appelle Snowdonia, et le gros débat, c'était vraiment l'impact visuel et aussi la viabilité énergétique. Donc, pour l'impact visuel, je ne pense pas que c'est un logiciel supersonique qui vous permet de dire il est beau et il n'est pas beau. Non, parce que déjà, on ne modélise pas le rotor. Mais au niveau de l'énergétique, il est vraiment bien. Donc remarquez, ici c'est le fichier du rotor, c'est-à-dire le rotor qui s'appelle N1, il se trouve à ces points-là et il a une hauteur, pas une hauteur, excusez-moi, et le rotor a un diamètre de 40. Vous intégrez les fichiers, ça c'est le fichier de rugosité, c'est-à-dire à différents points x, y, voici la rugosité. Donc c'est un des rares logiciels qui le fait aussi simplement. Sur ANSYS CFX, là, pas évident de définir la rugosité. L'autre avantage, c'est aussi sur ce qu'on appelle le forest canopy, la couverture de forêt. La couverture de forêt est compliquée parce que, tu sais, mettons, j'ai de l'eau. Je dis, ben, c'est tout le domaine de l'eau, la rugosité est de telle quantité. Sur tout le domaine de l'eau, ben, la rugosité est de temps, la hauteur est de temps. Par contre, avec une forêt, il y a des forêts plus hautes, des forêts plus basses. Il y a des places où la forêt est moins dense, il y a des places où la forêt est plus dense. Ça change dans le temps aussi. Elle est très changeante. Donc, c'est des modèles qu'on appelle des modèles de porosité. Elle est plus ou moins poreuse. Et le modéliser, je ne sais pas comment le modéliser, mais lui le fait. Oui. Est-ce qu'il prend en considération le changement de la rugosité avec la saison? Le changement de rugosité avec la saison ne se fait pas. Par contre, il faut développer un système où chercher des fichiers qui changent les rugosités. Parce qu'il ne fait pas des calculs pour définir la rugosité. Il prend des fichiers pour spécifier la rugosité. C'est bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici comment ça fonctionne. Pas très compliqué. Vous importez le fichier du terrain. Vous définissez le domaine. Bon, vous ne définissez pas le domaine à peu près. Il y a des calculs pour se dire si vous définissez à tant de grandeur, il y a une interaction entre les frontières et puis le truc, mais on ne va
pas rentrer là-dedans. Il y a des calibrations à faire parce qu'il y a des effets de retour, de vorticité, etc. qu'il faut tenir en compte. Mais si une personne veut juste faire une modélisation, c'est assez facile. Il faut cliquer dessus et puis il mange. La hauteur du domaine, le rayon du domaine, la rugosité, le type de couverture, de canopie modèle, le type de couverture. Et la définition du physique, je l'ai expliqué, vous pouvez définir les mal mesures, les vitesses, la théorie du disque, quelle est la dimension du rotor, la hauteur du rotor, etc. Et voici un peu ce que vous pouvez avoir comme